Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Depuis les très exclusives législatives de 2019 et les échauffourées qui s'en sont suivies, que de griefs, mais aussi de pierres jetées à la béninoise. Traité de tous les noms d'oiseaux durant cette période de tension, une étiquette lui sera restée collée à la peau, celle d'une amie dite vendue et aux ordres. Et pourtant, mesdames, messieurs, que d'efforts fournis au quotidien pour la sécurité des biens et des personnes, et donc pour la quiétude collective. 100% Bénin. Le numéro du jour, pour un détour sur la question, ce sera autour du thème Forces armées béninoises sous le régime Talon. Une armée toujours républicaine. Le débat, c'est tout de suite et maintenant sur ce plateau pour nous accompagner. Souleymane Hamzat, il est spécialiste des questions de protection et de sécurité. L'homme est également consultant en problématique du terrorisme. A raison, sa présence donc sur ce plateau. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Très heureux d'être. En face de vous, pour nous accompagner, Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur à la FADES, à l'université d'Abomey-Calavier. L'homme reste aussi très regardant sur des questions de sécurité. Politique, sécurité, ça va aussi de pair, dit-on. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs, bonne fête de Saint-Valentin, beaucoup d'amour pour les époux, pour les enfants, pour l'entourage et pour le pays. Oh, merci beaucoup, oui, l'amour, le grand amour, on en a besoin parce qu'au nom de l'amour, il y a bien d'actes qu'on ne saurait observer dans une société. On espère que les uns les autres sauront apporter le grain de sel. Donc merci de nous l'avoir souhaité, merci. Chers téléspectateurs aussi pour la complicité, car sans amour, ce n'est pas évident que vous soyez là au quotidien à nous suivre, mais aussi à nous faire tant de suggestions. Sachez-le, nous les prenons en compte. Alors, pour revenir à notre émission du jour, que de procès, mesdames, messieurs, à la béninoise depuis peu. Pas suffisamment à l'écoute du peuple, dit-on. Très aux ordres, disent d'autres. Des récriminations, encore des récriminations. Elles sont de plus en plus, on peut le dire, ces récriminations nombreuses. Alors, j'ai bien envie simplement de vous demander, Hamzat, aujourd'hui, peut-on dire que la béninoise a besoin de se réconcilier avec les concitoyens? Tout à fait, parce que pour ce que je sais de l'armée béninoise, et remontant plus précisément à la période révolutionnaire, on a eu la chance d'avoir à la tête de ce pays un officier très discipliné, méthodique et surtout un homme d'action. Je veux parler du général Kérékou, à qui je rends hommage. Et partant de du savoir et du savoir-faire de cet homme, on a vu accoucher une armée républicaine, mais régalienne, mais au plafond, au paroxysme du terme. Et cela nous a permis, n'est-ce pas, de faire respecter, n'est-ce pas, et de faire respecter non seulement les institutions de notre pays, de faire respecter le personnel de l'armée et de faire respecter le peuple lui-même. Mais au regard de ce qui se passe depuis 2016, il y a des couacs. Il y a de quoi s'inquiéter parfois quand on voit, par exemple, une armée qui tire sur son peuple. Je suis un peu embêté, oui. En résumé, pour vous, il y a lieu de penser à un type de réconciliation entre l'armée et les citoyens. Tout à fait. Nathaniel Kitty, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de désamour vraiment entre l'armée béninoise et le peuple béninois? Ça continue de se côtoyer. Bon, je vous remercie. Je pense que ce serait difficile de le dire parce qu'il faut faire un sondage et avoir les résultats. Tout à fait. Pour pouvoir le bien confirmer, apprécié. voilà, en tant que chercheur. Maintenant, si on va se baser sur les événements récents, on peut dire que le désamour naît progressivement entre l'armée béninoise et le peuple béninois. Mais il faut faire une distinction entre l'armée et la police. C'est très important de faire cette distinction. Avant la réforme qui a transformé la police et la gendarmerie en police républicaine, quand on parlait de l'armée, on voyait aussi la gendarmerie nationale qui avait une situation hybride en tant que force de défense et en tant que force de sécurité. Maintenant, avec la réforme, la gendarmerie nationale n'existe plus. Les gendarmes sont devenus des policiers républicains. Donc, ils s'occupent
spécialement de la sécurité publique. Quand on parle de l'armée, on voit les autres sections, armée de l'air, armée de terre, force navale, ainsi de suite. Donc, quel est le rôle de l'armée? Le rôle de l'armée, c'est la défense de l'intégrité du territoire national. C'est le rôle de l'armée. Et c'est dans des situations exceptionnelles que l'armée est sollicitée pour assister la police républicaine en ce qui concerne les questions liées à la sécurité dans des situations exceptionnelles. Donc l'armée, si elle doit rester dans ce rôle, on la voit très rarement dans les rues en temps de paix. C'est en temps de guerre qu'on la voit dans les rues. C'est pourquoi vous voyez sur tout l'étendue du territoire national, il y a des camps. Et lorsque vous allez dans ces camps, vous voyez les militaires qui sont là et travaillent. On les voit rarement dans les rues en temps de paix. Mais il se fait que la nouveauté sous le président Talon, l'armée est vue dans les rues toutes les fois qu'il y a une quinte de tout. C'est vrai que quand on remonte, on voit que il y a eu quelques initiatives de la part du président Boni Yayi. Parce que je me rappelle bien, dans cet article que j'avais écrit sur les élections de 2011, par l'observation, on avait constaté que l'armée était sortie. Il y avait des chars qui étaient sortis à la veille de la proclamation des résultats en 2011. Et puis le jour même de proclamation, il y avait des chars qui étaient positionnés dans les bastions qui sont réservés à l'opposition. Voilà, donc on avait constaté ça. On avait constaté aussi qu'il y avait des situations dans lesquelles l'armée était sortie, ce qui créait une exception, étant donné que c'est vrai, comme M. Hamzat vient de le dire, sous le général Mathieu Kérékou, ces choses n'existaient pas. Par exemple, lorsqu'il y avait élection, je pense qu'il y a eu une période où il y a les élections où on avait mobilisé l'armée béninoise pour transporter les unes et autres. Voilà, c'est des situations exceptionnelles, mais dans la réalité, il faut éviter de faire ça. Parce que l'armée profite de ces situations pour s'installer en temps de paix, alors que, en temps de paix, c'est le rôle de la police républicaine. La nouveauté ici maintenant, c'est que nous voyons une armée qui tire sur les populations, qui manifestent et qui réclament le respect de leurs droits garantis par la Constitution. Donc c'est une nouveauté au Bénin. C'est vrai que pendant la période révolutionnaire, il y avait eu des débordements aussi, M. Hamzat. Pendant la période révolutionnaire, la discipline n'y était pas autant. Quand le général donnait l'ordre, l'armée sortait parce qu'il y avait eu quelques débordements et des pertes en vie humaine aussi pendant la période révolutionnaire. Mais il faut comprendre cette période parce que c'est une période révolutionnaire. C'est une période où on avait un parti unique, où les libertés publiques étaient très restreintes. Ce qui n'est pas le cas avant la révision de la Constitution en novembre dernier, ce qui n'est pas le cas avant l'adoption des lois du code pénal qui restreint de manière extrême les libertés publiques. Donc, dans le cas actuel, c'est que les populations sont sorties pour manifester dans les rues, revendiquer le respect de leurs droits. L'armée intervient, tire. C'est des choses qui n'avaient jamais été vues au Bénin par le passé. Ces choses qui n'avaient jamais été vues au Bénin. Mais malheureusement, ils sont un certain nombre à prendre ça en compte. Cet incident, c'est vrai, dramatique, malheureux. On prend cela. Ce n'est pas un incident. Ce n'est pas un incident. Non, tout ça là, c'est organisé par le pouvoir en place. Attention. Non, c'est organisé. Prenez la Constitution. Le chef suprême de l'armée, c'est qui? C'est le chef de l'État. Ce qui a été fait les 1er 2 mai à Kadiaoum, c'est fait au profit de qui? C'est fait au profit du chef de l'État. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, écoutez, ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. Je n'invente rien. Donc, le chef, je doute fort que l'armée puisse sortir, tirer, tel que ça s'est fait, 1er et 2, sans que le chef suprême de l'armée ne soit au courant. Je doute très fort. Vous savez, sur ce dossier, il y a toujours des investigations en cours, donc toute la lumière n'est pas encore Non, pour le moment, il n'y a plus d'investigation. Du moment où
il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Loi d'amnistie. Voilà. Non, vous le savez, ce qui s'est passé. Mais attention, avant que vous ne preniez la parole, ici, il faut préciser que ceux qui ont tiré sur la foule, les premiers 2 minutes, n'ont pas été identifiés. Donc, du moment où ils n'ont pas été identifiés, on ne peut pas dire qu'ils bénéficient déjà de la loi d'amnistie. Je suis d'accord. Ouais. Ce qui est, c'est que sur ce dossier, il reste beaucoup à dire, il reste beaucoup à dévoiler, il reste beaucoup à découvrir. Et peut-être des années durant, ça se saura. Donc, pour l'instant, on prend cet effet avec des pincettes. On fait avec, malheureusement, n'est-ce pas, Nathalie Kiti? Oui, Hamzat, avant ma question. Je voudrais rebondir un peu sur le propos de mon co-débatteur. Vous savez, il arrive parfois des situations incontrôlables où quand l'armée est investie d'une mission, il y en a des officiers tonitruants qui prennent des initiatives. Et ces initiatives peuvent tourner au vinaigre, peuvent être mal contrôlées, mal perçues par la troupe qui n'a pas été réellement envoyée dans ce sens-là. Je vous donne 2 exemples. Sous le général Kérékou, en 88, il y avait des grèves, si vous suivez, où le président disait « s'il va y avoir du bordel dans le pays, alors tirez sur tout manifestant et tout attroupement de 3 personnes. » C'était un ordre qui avait été donné. Mais je me souviens bien, j'étais au lycée Tova. Et quand on venait de l'école, on voyait tous ces camions remplis de militaires, mais qui descendaient, qui demandaient gentiment à la population « rentrez chez vous, arrêtez de... » Donc c'était une armée aussi disciplinée, mais qui ne répondait pas aux ordres quand il s'agit de fatalité. Quand je dis fatalité, c'est prendre une arme et tirer à bout portant sur l'autre. Donc l'armée avait un autre mental. Il y avait une autre manière de gérer les crises. C'est en cela que je pleure un peu la méthode utilisée aujourd'hui pour soit recadrer des manifestants, par exemple. L'armée est là pour protéger, elle n'est pas là pour tirer sur son peuple. L'armée est là pour protéger. Mais lorsqu'on a... Le deuxième cas, c'est celui qu'on a vu là, les premiers 2 mai. Mais c'est inédit ce qui s'est passé là-bas. Je n'en ai pas parlé jusqu'à là, mais c'est gravissime, c'est dangereux pour le futur. Et je suis entièrement d'accord quelque part avec mon co-débatteur qui dit que si vous n'identifiez pas M. X, vous ne pouvez pas lui faire accorder une loi d'amnistie. Il faut savoir qui a fait quoi pour dire, voilà, M. Yetondi, M. Hamzat, ils sont, voilà, porteurs de cette loi d'amnistie. Mais vous ne les avez pas identifiés. On ne sait même pas qui ils sont. Qui sont-ils? De réels soldats béninois? Des voyous armés? Des mercenaires patentés? On ne sait pas. Ni vous ni moi, en tout cas, lui pas du tout, on ne sait pas. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas se permettre d'amnistier des fantômes. Moi, je les appelle des fantômes, il faut les identifier. Et ça demeure un problème majeur. Que ce soit tôt ou tard, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Il va falloir trouver une solution. Parce que ça crée un gros divorce entre le peuple qui s'est vu martyrisé, où il y a des vies qui ont été perdues. Oui, par rapport à ce qu'il a dit, moi je pense que si on se met dans l'hypothèse d'initiative prise par des officiers, il y a eu des débordements, le chef de l'État a prêté serment. Non, je dis l'hypothèse. Si on se met dans l'hypothèse, le chef de l'État a prêté serment pour protéger les Béninois. Dans ce cas, c'est qu'on diligente une enquête pour identifier les intéressés et les punir. Mais nous sommes dans une situation où il n'y a pas eu ça. Aucune enquête de la part du gouvernement. Ça a été annoncé. Mais vous avez les résultats? Bon, on n'a pas encore les résultats, c'est 2 choses différentes. Voilà. Non, deuxième élément, pour dire qu'on ne connaît pas ceux qui ont tiré, non, ils savent, ils connaissent, le gouvernement connaît ceux qui ont tiré. Vous en avez la preuve? Non, je vous dis, j'analyse, je vous dis pourquoi. Il vaut mieux supposer alors. Je vous dis pourquoi. Vous avez vu l'intervention du chef d'état-major avant ces événements, pendant la période? Oui.
Le chef d'état-major a fait une intervention pendant la période. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont posé ces actes, ils le savent. Premier élément. Deuxième élément, le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des pertes humaines. Le gouvernement a reconnu que il y a eu la sécurisation pour empêcher que les manifestants mettent en difficulté la sécurité et la paix dans le pays. Le gouvernement a reconnu. Donc, si le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des déploiements et qu'il y a eu des pertes en vie humaine, c'est que le gouvernement sait qui a été déployé sur le théâtre d'opération. On sait qui a été déployé. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on se met dans ces hypothèses, il est facile de conclure que ces personnes sont des personnes identifiées, identifiables. Et au-delà de ça, c'est que le droit international aujourd'hui ne permet plus ces gens d'actes. Ce n'est plus possible. C'est vrai, c'est des actes très répréhensibles aujourd'hui, mais c'est aussi vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses. Oui, Hamzat. Je suis toujours pas d'accord avec mon co-débatteur. Moi, j'ai eu quand même... j'ai mis pied sur plusieurs théâtres d'opération. Je me réexplique encore une fois. Si vous envoyez un groupe, une section d'assaut pour une mission donnée, allez me chercher M. Hamzat, et que sur le terrain, il se trouve face à une situation de révolte ou de contre-attaque, la méthode qui va être employée sur le terrain change. Ce n'est plus le briefing comme vous avez fait là-bas. Et là, l'officier à charge de cette mission agit selon le terrain. Ouais, quand le général dit que c'est le terrain qui commande, il a raison, je ne vais pas du général Kérékou. C'est arrivé sur le terrain qu'on se rend compte de ce que la situation est gérable ou non. Mais attention, le troisième larron, c'est celui qui est caché de l'autre côté et qui s'est procuré une âme, je ne sais pas quoi, venue de l'autre bout du monde, et qui attend, qui a peut-être été investi par les hommes de l'ombre, on les appelle les télécommandes chez nous, pour venir foutre le bordel et mettre cette troupe-là, cette équipe-là en difficulté. C'est ça que je parle avec. Ils viennent, ils tirent sur M. Hamzat, ils créent l'incident et c'est parti. Ça devient ingérable. C'est de cette situation que moi je parle. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Non, ce qu'il faut rectifier ici, c'est que la position de cette session qui a été déployée sur le terrain ne permet pas de tirer de cette manière sur la foule. Parce que cette foule n'est pas un ennemi du peuple. C'est une foule qui revendique des droits. Donc la stratégie dans ce cas-là n'est pas celle que vous êtes en train de décrire. Voilà. Bon, on va évoluer. Attendez, vous avez vu une session, en ligne couvrée qui tire sur une foule, la vidéo est là. Donc on peut visualiser une fois. Je ne défends aucunement, j'ai dit ici qu'il faut retrouver les coupables et faire ce que de droit, c'est-à-dire les traduire devant les tribunaux pour que on fasse... Ça se répète plus. Que ça se répète plus. Mais je dis une chose, et je me répète, je ne donne pas carte blanche du tout à ceux qui ont fait ce bordel-là. Moi, j'appelle ça un bordel. Mais je vous dis, quand vous arrivez dans des situations données, c'est le terrain qui commande. Il y a des choses, mais au-delà de ce que vous pouvez penser. Alors, en dehors de ces étapes, il y a des faits, puisqu'on parle de là, mais on parle de ce rapport, de cette crainte désormais du citoyen pour ce qui se dit. C'est vrai, le bénéfice de quelque chose, l'absence de statistiques pour mieux apprécier, enfin avec les éléments qui n'ont pas viennent. Alors, il y a eu Savet où il devrait y avoir une intervention. On a vu un peu les images. Toute une partie d'une localité privée presque d'activité, et ça a duré le temps que ça a duré. Pour certains, on pouvait faire autrement. Pour certains, l'armée pouvait aussi gérer autrement. Pour certains, c'était encore une communion manquée entre les citoyens et l'armée. Et vous dites quoi? Non, je suis pleinement d'accord, même si je reviens sur ce que j'avais dit au début en disant voilà que non, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de sondage pour qu'on puisse apprécier les résultats. On apprécierait les résultats que sur la base des faits. Voilà. Sur la base des faits et sur la base de quelques déclarations. Moi, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que il y a un désamour entre l'armée
force de défense, et la police républicaine, force de sécurité. Comment? J'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un désamour entre l'armée, force de défense, et la police républicaine, force de sécurité publique. Sinon, dans la réalité, pour ces actes, c'est la sécurité publique. Donc, c'est la police qui doit s'en occuper. Donc, c'est lorsqu'elle est dépassée qu'elle sollicite l'appui des militaires. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est pas le cas maintenant. C'est-à-dire que pour ce qui s'est passé à Savès, on a encore vu la même erreur de Cotonou en mai 2019 se répéter à Savès. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer la session de la police qui a été formée pour cette opération, on a vu le déploiement systématique de l'arsenal de guerre. Ce qui est inadmissible en temps de paix. Ok, je précise, au-delà de tout, c'est le civil qui parle aussi. Hein? C'est un chercheur, mais non, civil. Non, justement, non. Ce n'est pas une question de... C'est-à-dire que ce dont on parle ici, on parle du principe. Quel est le rôle de l'armée? Si on parle de ce principe, en quelle période l'armée est mobilisée? Et pour faire quoi? Quel est le rôle de la police républicaine? En quelle période la police républicaine est mobilisée pour faire quoi? On tire la conclusion que ce qui s'est passé à Savès ne devrait pas se passer si on respectait le rôle de chaque institution. Ok, voilà. Savès, ce fut des jours de frayeur et pour certains, dit-on, de terreur. Vous l'avez observé là encore, on a manqué de positionner les pions qu'il fallait. Moi, je peux vous produire des images. J'étais sur le terrain. Ah bon? Je revenais de Djougou. Je suis allé en famille, je revenais et la première fois c'était à hauteur de Klibo. Ça a d'abord commencé à Klibo. On revenait, il était autour de, je crois, 9h, 10h par là. Et progressivement, c'est allé mais d'une manière étonnante. C'est à croire qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Franchir le cordon de Klibo, où j'ai vu que la police. Vous savez, je ne suis pas dans les réformes de la police républicaine, moi. J'aurais vu le truc autrement. Pas dans la fusion, mais plutôt dans l'apport qui pourrait être fait aux forces différentes. On a vu le truc s'étaler, mais jusqu'au niveau de Savès, ça venait même vers Dassa. Arrivé à Savès, c'était un vacarme. Il y avait des pneus qui étaient brûlés partout. Nous, on était dans le bus. J'étais dans le bus Baobab. Je peux vous donner même le numéro. Non, merci. J'ai tout conservé. Mais ce qui est dommage, c'est que les autorités que nous avons, je veux parler communales, et la royauté et tout ça, là, ne s'en sont pas mêlés du tout. J'ai vu, moi je suis descendu, je me suis baladé là, j'ai vu personne sur le terrain qui appelait au calme. C'était un affrontement entre population et la police républicaine. C'était la police républicaine sur les lieux. La police républicaine. Et autour de 13-14 heures, je vois venir du matériel militaire. Bon, ce ne sont pas des chars, moi je n'appelle pas ça des chars, mais des véhicules de transport de troupes militaires, avec dessus ce que vous avez vu sur les images brûlées. J'étais là quand ça se passait. Et il y a eu un affrontement. Et ça a commencé par tirer. Les militaires sont arrivés sur les lieux et sans sommation ont commencé par tirer. Je trouve ça inadmissible et dommageable. Il y a des méthodes. Moi j'ai été formé dans les forces spéciales libyennes. Quand vous allez sur un terrain, qu'il soit conquis ou non, vous faites d'abord un ratissage. Vous occupez le terrain, mais au maximum possible. Et là où il y a des poches de résistance, c'est là où vous passez à la méthode. Je ne parle pas de l'action. Attention, il y a une méthode, il y a une différence entre la méthode et l'action. La méthode, c'est la manière par laquelle conquérir le terrain. Aller dans les poches de résistance et assouplir tout le monde. Mais si vous arrivez sur un terrain, vous commencez par tirer sur Paul, Pierre, Jacques, sans savoir même que celui sur lequel vous tirez là-bas est votre partisan, mais vous créez un bordel pas possible. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais là
Et je défie quiconque viendra me dire le contraire. J'ai même le ticket du bus. Je l'ai gardé par hasard. Donc, vous voyez, c'est pas gai de voir je ne sais pas qui a donné l'ordre de faire ça. Et mon frère, mon co-débatteur qui est là, a raison parfois de dire qu'il faut les retrouver. Qui a donné l'ordre de faire ça? Je ne pense pas que le chef de l'État de son bureau aurait dit aller tirer sur la population. Écoutez, j'ai quand même eu quelqu'un dont on a épousé dans la même famille qui a été président de la République. J'ai vu faire. Ce n'est pas des choses qui sont évidentes. Ne nous cachons pas derrière la télévision pour faire croire que l'armée est une armée de barbares. Notre armée, là, je vous ai dit, dans la sous-région, c'est l'une des meilleures. L'armée béninoise. Oui. Et vous pouvez aller dans n'importe quel pays de la sous-région, on vous le dira. Les meilleurs officiers qui ont défendu, même Soro Guillaume, là, s'il doit la vie à un Béninois, il vous l'a dit ici. Donc l'armée, vous allez au Tchad, vous allez au Congo, vous allez... Partout, Alors, les Béninois sont des officiers exemplaires. Mais le mal est que si en interne, cette armée-là, qui a une certaine renommée, une certaine crédibilité au plan international, se met à tirer sur son peuple, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle est aux ordres de quelqu'un? C'est la question qu'il faut se poser. Ah, ben oui, il faut se gêner d'aller savoir, mais qui fait ça? Qui est derrière tout ça? S'il savait que c'est le chef de l'État lui-même, il ne se rend pas service lui-même. Mais si ce n'est pas lui, ceux qui font ça ne lui rendent pas service à lui. Et il va falloir qu'ils arrêtent. Parce qu'un jour, vous savez, quand le peuple est déterminé, l'armée n'a plus rien. Alors oui, la question c'est quel travail faire? Vous voyez les démonstrations que M. Hamzat vient de faire corroborent bien mon développement précédent. Mais je vais attirer son attention sur quelque chose. Qui est derrière ça? Vous avez posé la question. C'est vrai que l'armée béninoise, tel qu'il a dit, c'est l'une des meilleures dans la sous-région, avec des officiers disciplinés. Mais c'est aussi vrai qu'on constate depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État qu'il y a eu beaucoup de débordements. Alors, qu'est-ce que vous appelez débordements? Les événements successifs qui se sont déroulés avec les pertes en vie humaine. Les législatives, et au-delà de tout, est-ce que, honnêtement, il faut et pas même après les législatives, simplement. Après les législatives, si ce n'était pas un drame, après les législatives, ça va, comme vous venez de le dire. Donc après les législatives, même chose. Je pense que qui est derrière ça, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Alors, l'important aujourd'hui, c'est on fait comment? Parce que l'armée a besoin de son peuple. Et le peuple a besoin de l'armée. Quel travail peut-on faire? Voyez-vous, le Bénin est aujourd'hui dans un environnement de grande turbulence. Et ça n'échappe à personne. On fait comment pour poser le pas qu'il a dit, qui permet la cohésion? Vers la fin de son développement, il tentait d'apporter la réponse. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il faut d'abord que la lumière soit faite sur les différents événements dans lesquels l'armée s'est mal comportée en 2019 et en 2020. Il faut faire la lumière. Faire la lumière, c'est diligenter des enquêtes de manière indépendante pour qu'on puisse identifier ceux qui ont pu tirer sur la foule aux mains nues qui revendiquent des droits. Ceux qui ont pu faire ça, il faut les identifier. Une fois identifiés, il faut les poursuivre et les punir. Les punir va permettre de réconcilier l'armée avec le peuple béninois. Non seulement de réconcilier l'armée avec le peuple béninois, mais aussi de connaître la vérité, de savoir qui a donné l'ordre. Et ça va permettre aussi de blanchir peut-être le chef de l'État, peut-être ceux qui sont à des postes de responsabilité et qu'on soupçonne à tort ou à raison d'être derrière ce qui s'est passé. Je pense que c'est très important. Sinon, nous sommes dans une situation où un Béninois a saisi la Cour pénale internationale. Bon, la Cour pénale internationale ne s'est pas encore prononcée sur sa compétence en ce qui concerne la situation du Bénin. C'est-à-dire s'il s'agit des crimes dont elle est compétente.
elle ne s'est pas encore prononcée. Mais au-delà de ça, le droit international punit sévèrement ces gens d'actes. Donc, il n'est pas normal qu'on puisse faire bénéficier de l'amnistie à des officiers ou des sous-officiers qui, pendant cette période, ont donné l'ordre ou font partie de cette session qui est allée tirer sur la foule aux mains nues. C'est un précédent grave. Et si on laisse passer ça, c'est que ça risque de se répéter dans notre pays et on risque de continuer avec l'impunité. Vous voyez, il y a un élément très important. Lequel? Sur lequel je vais attirer votre attention. Oui. La période révolutionnaire, tout ce qui s'est passé avec l'engagement du Bénin dans la voie du renouveau démocratique en 90, personne n'a été poursuivi devant une institution, devant la justice. En dehors de l'affaire Cissé, tout ce qui s'est passé, personne n'a été poursuivi. Oui. Vous voulez en venir où? C'est que on a une tradition d'impunité qui permet de voir de manière cyclique ces gens d'actes se répéter. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand quelque part c'est-à-dire, on se permet un jugement aussi simpliste. Quand je dis jugement aussi simpliste, je pèse mes mots. Je veux dire par là quoi? Quand il y a une action, il y a toujours quelque part une réaction. Et face à cette réaction, il peut y avoir des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux-là peuvent faire l'objet d'enquêtes qui peuvent poursuivre, qui peuvent aller peut-être à une amnistie et tout ce qu'on connaît. Mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut identifier les intéressés. Mais dire que nous sommes un pays d'impunité, non. J'ai vu ici, sous le régime Yaïboni, des militaires qui ont fait des bêtises, des policiers qui ont fait des bêtises, mais qui ont été radiés automatiquement. Encore que radier quelqu'un, c'est pas mon fort. Moi, je préfère le punir et lui dire, voilà, vous avez fait ça, arrêt de rigueur et tout ce qui s'ensuit. Mais je ne vais pas les radier, parce que j'en fais encore un autre délinquant patenté. J'en fais encore un autre mercenaire qui est caché. Le deuxième point, c'est que les soldats que nous avons, il y a la méthode. Quand je reviens sur la méthode, comme initialement dit au débat et à mi-parcours de ce débat, mais il y a la manière du recrutement. Et il y en a un qui est en cours là actuellement, que ceux qui recrutent là se gardent d'en faire, je ne sais pas, une affaire personnelle. Vous voulez dire quoi? Je veux dire par là que il ne faut pas recruter les camarades, le cousin de mon neveu, du grand soeur, des machins, ceci. Non. Il faut en faire une armée régalienne. Et pour ça, il y a une enquête qui se fait. Il faut aller dans la maison de l'intéressé, comme ça se faisait sous le régime Kérékou. Chez Kérékou, on ne recrutait pas qui on voulait. Mais on a vu ici des soldats qui se font la maille, qui tiraient sur... Après avoir fini de tirer sur le gage, on se rend compte que dans les rapports, les armes même qui ont servi sont les armes de chez nous. Il y a des rapports. Il y a tout ce travail-là qu'il faut. Oui, mais c'est un travail de fond. Et on ne s'amuse pas à aller à un recrutement comme ça. Et puis, vous voyez le taux de chômage qu'il y a dans le pays. Vous voulez faire un recrutement dans un bordel, mais vous allez ramasser tout le monde, y compris des poubelles. Et quand il va s'agir de ne pas respecter les ordres, vous rentrez dans le caserne aujourd'hui, je me plains d'une chose, de l'indiscipline des soldats vis-à-vis des officiers. Il y en a. En guillemets, je suis souvent au Kangezo à l'hôpital pour des raisons particulières. Mais c'est intolérable ce qu'on voit là. Vous allez voir ça où vous allez au Tchad, vous ne voyez pas ça. Les 6 mètres d'écart réglementaire, quand on voyait son supérieur arriver au garde à vous, mais ça n'existe plus. Ce langage, là, il est classé. Il faut de la rigueur. Donc, il faut reprendre. Il faut rebâtir. Et c'est perpétuel. Il ne faut pas penser que, parce que sous le président Yetongi, on a battu une armée républicaine. Quand M. Hamzat y vient,
il vient, il fout le bordel. Et quand monsieur, je ne sais pas qui vient après, et ça va continuer comme ça. Non, l'armée doit être républicaine. Regardez, je me suis fait former à la protection des hautes personnalités et des personnalités à haut risque. Vous imaginez qu'une équipe peut tenir 15 ans à suivre différents chefs d'État. Ils n'ont rien à foutre de votre couleur. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne veulent pas le savoir. Ils ont pour mission de vous sécuriser. Point. Si vous faites une bêtise et que la Constitution vous frappe, c'est eux qui viennent à votre arrestation. Vous verrez ça en Afrique? C'est jamais. Vous verrez pas. Je défie quel est le régime en Afrique qui fait ça? Vous verrez pas. Mais vous allez aux États. Si Trump s'était fait destituer, c'est sa garde rapprochée qui le mettrait aux arrêts. Automatiquement. On ne réfléchit pas. Parce qu'ils sont là pour s'occuper que de ça. Mais vous pensez que chez nous... Parce que le cousin, il est aux ordres. En somme, il y a tout un travail de fond à faire pour remettre les choses sur les rails. Non, il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire pour les actes de violation des droits humains, il faut punir. Vous avez abordé tout à l'heure quelques actes de respect des principes déontologiques. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est la violation du droit international. Non, attendez. C'est-à-dire, dans le cas ici de ces violations des questions déontologiques, il s'agit de la formation. Il s'agit de la formation. De ça, il est question. Mais ce n'est pas parce que un officier est bien formé qu'on ne peut pas assister à ce qui s'est passé. Ah si. Non, là, je vais me gêner de vous rappeler ce qu'a dit le général Kérékou. S'il arrive un jour que je vous donne des ordres, moi qui suis le chef suprême des armées, et que cela va dans l'intérêt contraire de notre constitution et des acquis de la démocratie chez nous, refusez. Tout simplement. Un chef de l'armée qui dit ça, vous voulez que d'autres viennent faire quoi? Encore mieux ceux qui n'ont même pas son grade. Et mieux ceux qui n'ont pas son grade. Ce que je m'avais dit, M. Hamzat, c'est... Si vous me permettez, quand vous parlez du droit international, mais allez demander à la CPI d'aller arrêter ceux qui ont foutu le bordel en Libye. Parce que, surtout, moi, je crois... la CPI n'a pas d'armée. La CPI n'a pas d'armée. Permettez-moi. Oui. Omar Hassan el-Béchi était le chef d'une armée destituée. On veut le produire à la CPI. Il manque-t-il de tribunaux au Soudan pour s'en occuper? Il manque-t-il de tribunaux à Cotonou ici pour juger ceux qui ont tiré devant le domicile du président Boniaï? Il manque-t-il des tribunaux ici pour rechercher, trouver ceux qui ont été foutre le bordel à Saverne? Non, soyons responsables. Moi, écoutez, je suis régalien. Je reste très attaché au principe de la République. Et la République, c'est pas de la voyoucratie. C'est pas le bordel. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. La loi à sa place. Et surtout, quand il y a des enquêtes qui sont en cours, il faut être très prudent dans la manière d'aborder ces sujets. Parce que ça risque de se retourner contre nous. Ça risque de se retourner. Non, je veux rectifier certaines choses. Monsieur Hamzat, la CPI, c'est une justice, c'est une juridiction complémentaire. C'est-à-dire que la CPI intervient dans certaines conditions. C'est vrai, vous avez dit manque-t-il. Oui, vous avez raison. Mais la preuve aujourd'hui en est que on ne voit rien venir en ce qui concerne les violations des droits humains pendant la période électorale. Ce qui est arrivé, c'est qu'une loi d'amnistie a été votée dans la perspective de tourner la page. Donc ce sont des actes comme ça que nous refusons en tant que structure de défense des droits humains. Donc lorsque vous voyez en Afrique des événements qui se passent comme ça et qu'au finish, vous voyez des lois qui sont votées pour amnistier les personnes, ça ne permet pas aux pays africains d'être bien appréciés au plan international. Oui, mais ça, c'est du politique pur et dur. Attendez, s'il vous plaît. C'est que on peut amnistier. Oui, on peut amnistier, mais on doit faire la lumière sur les événements. On doit connaître ceux qui ont fait ça avant de les amnistier. Mais on ne les connaît pas du tout. Et on amnistie, c'est ça, nous déplorons. Au-delà de ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important ici, c'est que c'est vrai, il faut former, mais c'est aussi vrai que nous devons apprendre à poursuivre, à punir
lorsque il y a des violations des droits humains. Si nous formons simplement et que nous n'avons pas une justice qui se dresse contre ceux qui violent les droits humains, ils n'hésiteront pas à violer les droits humains au moment où l'occasion leur sera offerte, étant donné qu'ils vont compter sur les hommes politiques pour s'en sortir. C'est de ça il est question aujourd'hui. Justement, ouais. À vous écouter, c'est à croire qu'on balaie du revers de main le fait que la justice n'a pas fait son boulot. Moi, je dis ça comme ça. Si en temps, vous savez que la justice a un rythme, et plus particulièrement dans notre pays. Vous savez, il y a des gens là qui ont volé Koulikouly à Dantokpa, mais qui sont là depuis 6 mois. Ils n'ont jamais été convoqués au parquet. Mais allez dans nos prisons. J'ai quand même fait 8 mois. Je sais de quoi je parle. Il me semble que dans 3 minutes, on va devoir se séparer. Mais je m'en voudrais de ne vraiment pas vous demander. Alors, au regard de ces imperfections, moi je l'appelle ainsi, qu'on observe, et face aux grands défis sécuritaires, régionaux, donc qui concernent aussi le Bénin, qui vous souviennent, qui a eu récemment l'attaque de Kérémou, où des braconniers ont été indexés officiellement par le gouvernement, qui seraient venus foutre aussi, je ne sais pas si c'est le bordel, il faut dire, parce qu'il y a une mort d'homme là, et il faut une cohésion d'action pour pouvoir identifier ce qui ne va pas. Et c'est la population qui pourra aider forcément l'armée à savoir ce qui se passe et à venir à la rescousse, sauvegarder encore la République. Alors, quand on en est à ce résultat que vous avez présenté, à ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai souvent décrié ici sur vos plateaux, que je trouve dommageable qu'une armée ne soit pas capable de fournir du renseignement à son patron. Moi, il m'a été appris au cours officier que le renseignement est la clé du chef. C'est sur ces données-là qui se basent pour prendre des décisions d'État. Quand on venait me dire, il y a eu tir à Dantokpa, c'est sur ça que c'est à partir de là, toute enquête faite, que je peux dire, bon, écoutez, il faut tel type de troupes pour aller face à ce type de menace. On n'en voit pas n'importe qui. Et ce qui se passe là, ce qui s'était déjà passé dans la Pandjari, et ce qui vient se passer il y a 3 ou 4 jours là, à Bani Kwara, mais attendez, ce sont des signes annonciateurs de ce que j'ai toujours décrié. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On fait comment pour éviter que le pire n'arrive? Je vous renvoie à ce que j'ai toujours dit depuis 1993. Est-ce que nos armées sont préparées à faire face à tout ce qu'on connaît? Oui. On nous parle de braconniers, mais il y a d'autres personnes qui disent autre. Non, en tout cas, officiellement, c'est ce qui nous est revenu. Oui, la contribution, il y a un élément intéressant aujourd'hui qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que la situation sécuritaire au plan sous-régional n'est pas bonne. Nous faisons face, dans la plupart des pays de la sous-région, à l'insécurité portée par des groupes centrifuges. Oui. Et donc, je pense qu'il faut former les forces armées de tous les pays à faire face à ça. Et maintenant, au-delà de ça, vous savez, il vient de parler de renseignements. Pour avoir les renseignements, il faut être en phase avec les populations. Lorsque l'armée tire sur les populations, elle risque de passer à côté quand il s'agira de lui fournir les renseignements. Alors, je voudrais bien qu'on évolue un peu, mais rassurez-vous, on pourra revenir en fonction de vos disponibilités respectives. Nathanaël Kitty, merci d'avoir été là, le temps est complètement parti. Merci aussi à vous, Hamzat, d'avoir été à nos côtés. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Merci au réalisateur Juste Don Hissou, 100% Bénin. On va s'en arrêter là. À chaque jour, oui, suffit sa peine. À très bientôt.